Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 20 décembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et pour débuter la semaine, ça démarre mal sur les marchés puisque les places européennes ont quand même cédé plus de 2% ce matin à l'ouverture. On tente de récupérer un peu les pertes, mais globalement, Omicron suscite des inquiétudes, mais je pense aussi que les indices, du moins les investisseurs, se montrent aussi plus prudents suite aux scénarios qui vont se dérouler l'année prochaine suite aux annonces des banquiers centraux la semaine dernière. Donc forcément, on a un petit cocktail ici qui a pénalisé les indices ce matin, mais ça avait déjà commencé la semaine dernière puisque Wall Street a quand même terminé la semaine dans le rouge vendredi, pénalisé notamment par, encore une fois, mais les grandes valeurs technologiques dans la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis l'an prochain, potentiellement 2 hausses de taux, voire 3 hausses de taux. D'une part, le variant Omicron se répand rapidement dans certaines régions comme à New York. D'autre part, les investisseurs tentent d'évaluer les scénarios qui vont se dérouler l'année prochaine en termes de politique monétaire. Donc forcément, ça alimente les inquiétudes et les craintes sur les marchés, en plus du variant Omicron qu'on entend un peu partout dans les médias. Résultat, les trois grands indices la semaine dernière ont quand même terminé en forte baisse sur la semaine. Le Nasdaq a lâché près de 3%, alors que les investisseurs digéraient justement la décision de la Fed d'accélérer la fin de sa politique de soutien à l'économie mise en place euh, pendant la pandémie de Covid-19. Ce matin, net recul sur l'ensemble des places européennes. Les investisseurs s'inquiétant de l'augmentation rapide des cas de Covid due au variant Omicron et de l'impact économique des restrictions liées à la pandémie qui pourraient forcément freiner et pénaliser la croissance et la poursuite de la reprise économique mondiale. On a justement les Pays-Bas qui ont décrété un confinement dimanche qui devrait rester en place au moins jusqu'au 14 janvier pour faire face à la recrudescence anticipée des contaminations et l'incertitude surtout plane sur ce que pourraient décider d'autres pays européens, parmi lesquels le Royaume-Uni et l'Italie. Pareil, si plusieurs pays d'Europe annoncent de nouveaux lockdowns, de nouvelles mesures assez strictes, voire de nouveaux confinements, forcément, ça va plomber le moral des investisseurs juste avant les fêtes. La prudence des investisseurs s'explique aussi, il n'y a pas que le variant Omicron, par le niveau toujours élevé de l'inflation, forcément, et comme je vous le disais, par les orientations plus restrictives prises par plusieurs banques centrales, parmi lesquelles la Réserve fédérale. Donc, pareil, tente un peu d'évaluer les perspectives. On se projette déjà maintenant en 2022 pour tenter un peu de voir et comment les marchés vont entamer l'année 2022 avec le durcissement du ton de la Fed et de Jérôme Powell qui va forcément débuter, enfin, il a déjà débuté, mais mettre un tour de vis supplémentaire dans sa politique monétaire. À ces préoccupations s'ajoute aussi l'éventualité que le massif plan de réforme sociale de Joe Biden ne passe pas le Sénat, après qu'un élu démocrate a annoncé qu'il n'apporterait pas son soutien au projet. Donc là, ce matin, en début de semaine, on a plusieurs éléments, que ce soit Omicron, l'inflation, le tour de vis de la Fed, le plan de réforme sociale de Joe Biden, bref, pas mal d'éléments qui viennent un peu ternir, euh, j'ai envie de dire, les performances qu'on avait eues récemment sur les marchés et qui pourraient bloquer le fameux rallye de Noël que certains espèrent en cette fin d'année. Concernant la partie macro,
je vais faire l'impasse dessus aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas de graphique pertinent à vous montrer. Je préférais vous présenter des graphiques macro sur les perspectives économiques, des graphiques plutôt positifs, et malheureusement, je ne trouve que des graphiques anxiogènes sur le Covid-19, le variant Omicron. Bref, je pense qu'on entend suffisamment parler et je n'ai pas envie de vous présenter ce genre de graphique anxiogène à quelques jours maintenant des fêtes. Donc, je décide de faire l'impasse dessus et nous allons nous focaliser directement sur la partie technique. Alors, concernant le CAC 40, très clairement, ce matin, le sentiment qu'on a un trou d'air. Encore une fois, on panique pour pas grand-chose, finalement. En fait, on le sait. On le sait qu'on vit avec un variant Omicron. Il n'y a rien de nouveau. Il suffit maintenant qu'un labo pharmaceutique comme BioNTech, Pfizer nous sorte à la pas du chapeau et nous disent finalement on a trouvé un booster qui permettrait de diminuer l'impact du variant Omicron et les bourses repartent pleine balle, comme ce fut le cas ici, qu'on a eu des annonces suite au labo pharmaceutique et des propos rassurants du docteur Anthony Fauci, spécialiste justement des épidémies. Donc, le CAC 40 avait pris quasiment 3%, soit l'une des plus fortes hausses de l'année. Et ce matin, on se fait des frayeurs. Comme je vous le disais, il n'y a pas que Omicron qui pèse. Il y a l'inflation, il y a le resserrement des politiques monétaires, il y a le plan de réforme sociale de Joe Biden qui risque de ne pas passer le Sénat. Bref, plusieurs petits éléments qui viennent s'accumuler et forcément qui créent un peu plus d'inquiétude sur les marchés. Néanmoins, quand je vois le gap en extrême qu'on a fait ici, on a un flux acheteur qui est en train de se mettre en place. Et je me dis, bon, c'est sûrement fait peur encore une fois, mais il n'y a rien de nouveau. On ne vient pas de découvrir une nouvelle souche encore plus dangereuse que le variant Delta ou Omicron, qui, ok, pourrait derrière vraiment enchaîner une plus grande dégringolade et terminer l'année un peu en demi-teinte. Maintenant, rien de nouveau. Résultat, on fait un énorme gap et le sentiment que c'est un trou d'air. Et qu'au contraire, on avait potentiellement de belles occasions, des opportunités pour rentrer à nouveau sur le marché. En tout cas, je ne m'attends pas à une fin d'année avec un rallye, honnêtement. Je pense qu'on va plutôt se stabiliser et évoluer dans un énorme triangle dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité. Donc là, à court terme, je trouve qu'on est quand même bien parti pour aller chercher, venir combler le gap ici. On a un trou d'air. Pour l'instant, on a eu un flux baissier dès l'ouverture. Si on regarde en 5 minutes, le marché s'est stabilisé et au bout d'une heure, généralement la semaine, en début de semaine, laisser une heure au marché le temps qu'il digère un peu le week-end, les différentes annonces qu'il y a pu avoir. Mais on a un flux haussier qui est en train de se mettre en place. Donc là, on a une légère consolidation, mais finalement, plus de peur que de mal, en tout cas. Et je verrais mal l'indice perdre encore 4-5% et terminer l'année et venir, en tout cas, venir gâcher les fêtes et vraiment plomber le moral des investisseurs à quelques jours des fêtes. Au contraire, une stabilisation et une évolution dans le triangle symétrique. Ici, si effectivement on a fait un creux de marché, tout porte à croire qu'on va venir combler ce gap. Donc, si certains étaient acheteurs ce matin sur les gros niveaux de support, eh bien l'objectif ce serait de venir combler le gap ici. Donc, il y a quand même quasiment encore 40 points à aller chercher. Si vous étiez à l'achat sur les gros niveaux de support, eh bien remontez votre stop, mise à BE du stop et tentez d'aller chercher le gap. Maintenant, ce qui va m'intéresser pour 2022, c'est de savoir si oui ou non on va évoluer dans un énorme triangle, auquel cas la rupture d'une des deux bornes pourra nous offrir, à mon avis, de belles opportunités, que ce soit pour les actions
ou sur d'autres classes d'actifs, et surtout un joli trade en swing à aller chercher. Car si on mesure un peu l'amplitude de ce triangle qui est en train de se former, pourrait potentiellement, si on en sort par le haut, démarrer l'année 2022 sur une très bonne note, avec de très belles perspectives d'un point de vue technique. En tout cas, à court terme, le marché est un peu dans la peur. Venir combler le gap, c'est un de mes objectifs, en tout cas de cette semaine. Finalement, on s'est fait peur, mais ça tient. On a quand même un flux acheteur qui est en place. Et difficile, très honnêtement, d'estimer qu'on va aller faire un nouveau plus haut historique d'ici la fin de l'année. Voilà. Les volumes vont commencer à diminuer. Plus on va approcher des fêtes, plus les volumes vont diminuer. Les investisseurs, on va avoir une petite trêve, donc moins de volume, moins d'amplitude sur les marchés, et donc forte probabilité qu'on évolue, à mon avis, entre les bornes de ce triangle jusqu'à la fin de l'année. Voilà comment je vois un peu les choses maintenant sur l'indice CAC 40. Concernant le DAX, plus mou le DAX ce matin. Une nouvelle fois, on est revenu taper l'ancienne zone où on avait déjà plongé une première fois. Je vais enlever les Shimoku, nettoyer un peu le graphique. Hop. Donc, retour sur la zone basse qu'on avait décroché ici. Donc là, pour moi, c'est le pivot clé. Effectivement, une clôture sous cette zone. Derrière, je pense qu'on irait chercher 14 008. Très clairement, c'est ce que je cherche. En tout cas, c'est le niveau à aller chercher si on fait une clôture sous les 15 000 points. On ira très probablement visiter les 14 008. Voilà, c'est les deux zones clés pour moi à surveiller sur l'indice allemand. Pour l'instant, comme pour le CAC, ça tient et les acheteurs défendent une nouvelle fois. Généralement, quand on a des gros gaps comme ça, ils sont comblés. Après, c'est une question de temps. Sur le CAC 40, on a l'impression qu'il a les capacités d'aller le combler aujourd'hui, voire demain. Mais sur l'indice DAX, bon, ça pourra mettre plusieurs jours. Peut-être qu'il ne sera pas comblé d'ici la fin de la semaine, surtout si on évolue dans un range. Mais globalement, comme sur le CAC, le sentiment qu'on a du répondant et qu'on a une force acheteuse quand même sur les gros niveaux de support. Donc pour l'heure, encore une fois, c'est un peu tard. Le DAX vient quand même de reprendre plus de 200 points en l'espace de quelques heures à peine. Donc, si vous étiez aussi à l'achat, mettez vos stops à break-even et l'idéal serait d'aller prendre un petit TP1 ici vers les 15 300 et pourquoi pas venir chercher le comblement du gap derrière, comme sur le CAC. Et on pourrait de nouveau avoir un range intermédiaire pour la fin de l'année sur le DAX entre 15 008 et 15 100. Voilà le scénario. Le CAC 40, ce sera un énorme triangle. Bon, là, c'est une anticipation, mais si la borne basse tient, forcément, je vise le comblement du gap. Et le comblement du gap, ici, c'est le milieu de range. Donc, ce serait déjà un premier TP à aller chercher. Si on a un petit rallye de Noël, pourquoi pas remonter sur 15 008? Ça me paraît un peu ambitieux. Mais globalement, une fin d'année dans un range entre 15 008 et 15 100. Et ensuite, on verra en 2022 si on a un franchissement d'une des deux bornes qui devrait logiquement déclencher le prochain flux directionnel. Concernant le Dow Jones, alors le Dow Jones qui est venu combler son gap, qui s'est arrêté pile poil dessus. Là, on va ouvrir avec un gap baissier, à mon avis, à l'open. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va ouvrir. On est toujours dans ce scénario cassure Tenkan Kijun. Pour l'instant, on perd 1% sur les futurs. Bon, est-ce qu'on va aller retourner chercher notre Kijun? Ça me paraît un peu beaucoup. Sachant que si l'Europe commence à faire une remontada, les futurs, pareil, devraient remonter eux aussi. Donc, difficile d'avoir une ouverture avec un gap à 2% comme on a eu en Europe ce matin. On fera le point
Sur le cash, surtout demain, voir en fonction de où se fait la mèche. Pour l'instant, je reste toujours positif sur le Dow Jones. En données daily, à mon avis, on pourrait ouvrir ici, venir chercher les 35 100. Faisant un petit excès sur mèche. Je vais surtout aller regarder les futurs, mais voilà, là on a une belle zone, des 50%. Effectivement, ça peut être un niveau intéressant à aller chercher. Et ici, surveiller si on n'a pas sur cette zone-là, ici on a quand même une très belle zone, eh bien, si le marché ne panique pas et fait comme en Europe ce matin, tenter de nouveau des achats sur le retracement de ces 50% de Fibonacci. On a quand même une très belle zone ici sur le cash, une zone de polarité. Et effectivement, on devrait aller chercher ce niveau-là cet après-midi si on est toujours dans le rouge. Donc un niveau qui va m'intéresser pour tenter des achats, encore une fois, sur signal. Maintenant, si on tente d'affiner un peu et qu'on regarde sur le futur, alors on a fait notre mèche, bon, on a retracé plus de 50% sur les futurs, on est même allé chercher les 61,8. On est venu taper la zone de polarité, donc c'est la zone qui est ici, pour l'instant c'est en train de repartir. En données 4 heures, on se stabilise, pas de chandelier vraiment intéressant. Finalement, on est venu faire un double top, et je pense que l'objectif théorique a été atteint. Voilà, quasiment. Vous voyez, double top, objectif atteint. Bon, celles et ceux qui étaient vendeurs ici, j'espère que vous avez pris des bénéfices, mais la baisse me paraît limitée maintenant. Là, en données 15 minutes, petite divergence qui s'est activée justement dans notre zone, juste ici, ce qui permet à l'indice de reprendre un peu de hauteur. Maintenant, attendons surtout l'ouverture sur le cash, car là, c'est un peu l'Europe qui est en train de paniquer. On a quand même un flux acheteur qui est en train de se mettre en place. Surveillons, attendez le Dow Jones, l'ouverture à 15h30, surveillez la zone sur le cash, voir si on ne retourne pas la tester. Et pareil, si on a des chandeliers sur des unités de temps plus courtes ou des divergences ici, comme ce fut le cas en 15 minutes, qui permet quand même de vous faire un petit trade en intraday pour aller chercher un peu de hauteur, reprendre un peu de hauteur. Difficile honnêtement de mettre en place un plan swing, mais là je pense que sur la fin de la semaine, il faudra plutôt chercher des plans en intraday sur le Dow Jones pour aller chercher 50-100 points. Voilà, belle réaction vraiment. Si je prolonge ici la zone, vous voyez, belle réaction dans la zone en données 15 minutes. Et c'est vraiment sur ce genre d'unité de temps et sur ce genre de setup qu'il faut tenter de trouver des achats quand il y a des excès baissiers comme on a eu ce matin. Très clairement, les bourses européennes couvrent avec un gap à +2 sur une news qu'on connaît déjà. C'est ce qu'on appelle un trou d'air, tout simplement. C'est plus de peur que de mal, on fait un trou d'air et finalement derrière ça repart et ça vient combler le gap. Le Forex. Alors l'euro, c'est relativement baissier, je trouve, sur cette paire. La cassure Tenkan Kijun, forcément une nouvelle fois, plaide pour une poursuite de la baisse, très clairement. On a tenté une sortie par le haut, je vous disais quand même d'attendre déjà au moins une clôture en données 4 heures et la cassure Kijun. Ici, on tente la sortie par le haut de ce triangle, ça bute. Derrière, vendredi, on se fait un avalement baissier sur cassure Tenkan Kijun. Bon, très clairement, un scénario baissier pour moi, je vise les 1,1180. Peut-être que certains ont tenté, je vous disais déjà vendredi, en voyant l'échec de la sortie par le haut, l'échec de la sortie par le bas, puis l'échec de la sortie par le haut, que je voulais sûrement invalider ce triangle, mais surtout que ça sentait pas bon pour les acheteurs et qu'ils risquaient d'avoir de nouveau une reprise de la dynamique baissière.
Et ici, je pense qu'on pourrait mettre un plan de trading en place pour aller chercher les 1,1180 avec un stop loss juste au-dessus. TP1 et TP2, ce serait les 1,1075. Là, le triangle, il me dérange un peu, même le fanion. Une première sortie par le bas, puis par le haut, ça réintègre. Là, finalement, on est en train de faire un pullback, mais un peu trop agressif. Mais j'aime beaucoup le setup qu'on a eu en données daily et la bougie flux et directionnelle de vendredi. Donc là, plus le sentiment qu'on est en train de rebondir. Essayer de trouver une zone clé sur cette chute. On a dû prendre les 38,2. 38,2, c'est déjà un niveau intéressant. Pourquoi pas 50, mais j'ai envie de mettre en place un scénario baissier, une stratégie baissière sur l'euro-dollar. Quand je vois la tête de la bougie en daily, ce setup de continuation de tendance. Et pour moi, TP1, 1,1180 et TP2, ce sera les 1,1075. Invalidation du plan au-dessus des 1,1380. Libre à vous d'adopter ce plan ou pas, et aussi d'attendre un peu si vous voulez affiner votre ratio et vous pensez que l'euro peut aller chercher le niveau des 50. Ça permettra d'affiner votre ratio. Mais globalement, je garde un biais baissier sur cette paire. Je ne suis pas convaincu de la reprise haussière, très clairement. S'il y a des inquiétudes sur les marchés, forcément le dollar doit aussi se renforcer. Et en parallèle, même si c'est déjà pricé par une bonne partie des opérateurs, le tour de vis que la Fed s'apprête à mettre l'année prochaine va continuer à favoriser la progression du dollar. Donc là, au mieux, je pense qu'on pourrait revenir chercher notre Tenkan à 1,1290, mais je pars vraiment pour une stratégie baissière avec invalidation du plan à 1,1380. TP1, TP2. La UD-USD, pareil, je l'évoquais avec vous vendredi et même jeudi en vous disant que ce fameux doji qu'on avait eu ici, grosse mèche haute et en clôture sous un doji, marquait vraiment la fin de la reprise haussière et que c'était assez fébrile. Ici, derrière, vendredi, on a quand même eu une belle bougie flux qui nous a formé une étoile du soir doji sur la borne haute du fameux range. Donc là, pareil, je passe baissier aussi sur cette paire. Stop loss au-dessus des 0,72. TP1, bon, peut-être que certains l'ont joué vendredi, effectivement. Donc là, il y avait bien un TP1 sur le milieu de range, mais je vise vraiment les 70-30. Comme je vous le disais, c'est la bougie mensuelle, surtout, en fait, que je regarde. Et on est venu taper notre moyenne mobile 50 mensuelle. On bloque sous le bas du nuage. Ici, on a eu un signal vraiment puissant au mois de novembre. Et j'étais pas convaincu à 100% de ce rebond. On est trop sous, enfin, on a une grosse zone de prix. C'est une zone de prix mensuelle, une zone horizontale de prix mensuelle, couplée avec notre bas de nuage et notre MM50 mensuel. Face à un tel niveau où tant d'éléments techniques convergent, très difficile d'être haussier sur cette paire, mais au contraire, toujours cette envie de continuer à chercher des ventes sur rebond. Et là, ça se confirme petit à petit. Entre le doji qu'on a eu ici, pour faire une belle mèche et venir chasser les stops un peu trop proches, derrière la bougie flux en étoile du soir doji ici, bon, je trouve que les vendeurs reprennent en tout cas peu à peu l'ascendant psychologique et qu'on pourrait de nouveau aller chercher les 0,70-30. Bon, là, ça tient, on a un niveau intermédiaire qu'on ne veut pas casser encore. C'est vrai que ici, bah, c'est le milieu de range. Encore une fois, ça reste le milieu de range ici. Si je retrace, si j'enlève cette zone, voilà. Donc là, on a fait l'excès, réintégration, donc un peu en mode bull trap. Et là, on est de nouveau sur le milieu de range. Donc, si ce milieu de range cède sous la pression vendeuse, objectif, retourner sur la zone. Là, pareil, c'est l'excès. Hein. La zone, elle est juste au-dessus. Le range, il faudrait que je le
je le retaille un peu, mais je le mets ici quand même. Mais la grosse zone hebdomadaire, c'est vraiment 70-40, 70-30. Voilà pourquoi je vise dans un premier temps ce niveau-là. On pourrait très bien consolider dans un range après pour les semaines à venir. En tout cas, pivot clé à franchir cette semaine. Je reste baissier. Quand je vois les chandeliers et les niveaux techniques qui convergent sur les unités de temps supérieures, mais aussi quand je vois les chandeliers baissiers en daily, pivot clé à franchir 70-90 pour aller chercher plus bas à 70-30. Invalidation du plan, si on parvient à reconquérir les 0,7210. Le GBP USD, pareil, je le surveille. J'aime beaucoup le chandelier qu'on est en train de former ici, un beau marteau. Je vous disais qu'on allait sûrement évoluer dans un range, et c'est ce qu'on est en train de faire. On est prisonnier entre deux zones. On va basculer en données hebdomadaires. Donc là, on est vraiment dans la zone clé. C'est une zone de prix qui m'intéresse, que j'évoque avec vous depuis maintenant pas mal de temps, en vous disant que c'est un gros niveau technique, une zone de polarité mensuelle, je pense, retracement de 38,2 et même 200 qui arrive aussi juste en dessous, et que ça peut être intéressant de chercher des achats au plus proche de cette zone. Donc là, on est retourné ce matin, l'a testé, et on est en train de se stabiliser et d'évoluer dans un range. Je vais changer de couleur. Voilà. Donc là, le sentiment qu'on est dans un range et qu'on peut essayer d'aller chercher des achats le plus près possible de la bande basse, avec un stop loss sous la mèche la plus basse, voire sous la zone, et aller chercher TP1, 1,3350. Et si effectivement on a une cassure par le haut, là ce serait formidable, on pourrait aller chercher les 1,3460. Maintenant, si on affine en données 4 heures, j'ai un premier élément encourageant. J'ai effectivement ce marteau, j'aimerais une bougie verte derrière, si possible. Et là, ça confirmerait notre plan de range avec un stop loss sous les plus bas pour aller chercher TP1, mais je vise surtout le TP2 étant donné qu'on est dans un range, donc 1,3350 et pourquoi pas les 1,3460. Pour l'instant, c'est un peu tôt, j'ai pas le meilleur des chandeliers, le marteau. J'aurais préféré un avalement, une étoile du matin, un piercing pattern. Voilà pourquoi je voudrais une confirmation en données 4 heures. En tout cas, j'aime bien la mèche basse qu'on est venu faire, ça reprend. Ça, c'est un élément encourageant. Et j'aimerais qu'on vienne un peu transformer l'essai avec la bougie suivante. Mais en tout cas, vous avez le plan sur le GBP USD qui est de trader le range, à mon avis, pour les prochains jours et essayer de chercher des achats le plus près possible de la fameuse zone hebdomadaire mensuelle vers les 1,3150. Bon, en données 15 minutes ou en données horaires, je regardais si on avait des chandeliers intéressants ou une petite divergence sur le bas de la zone. Malheureusement, nous n'avons pas ce type de setup. Enfin, l'euro NZD. L'euro NZD, j'aime beaucoup la configuration aussi sur cette paire, car j'ai l'impression qu'on est sur une sortie de range par le haut. Donc là, on consolidait. Ici, on a consolidé dans un beau range et a confirmé sur clôture avec un stop loss au milieu du range pour aller chercher 1,6945. En tout cas, on a eu un beau flux aussi ici, consolidation, on est en train d'en sortir par le haut, à confirmer sur clôture, encore une fois. Donc là, c'est confirmé en données 4 heures avec cette bougie. Libre à vous d'attendre soit la clôture 4 heures, un peu juste, soit d'attendre la clôture daily. Auquel cas, un stop loss, je pense, devra se placer sous ce niveau-là, sous les mèches qu'on a eu juste ici, donc vers les 1,6660 et viser
1,6945 et l'objectif théorique, ce serait 1,70 à peu près. Donc là, attendez quand même la bougie suivante. Précipitation ce début de semaine. Mais voilà un plan qu'on pourrait mettre en place sur cette paire. Accélération haussière, consolidation, sortie par le haut, donc reprise de la dynamique haussière qu'on avait amorcée ici. Et maintenant, j'ai envie de regarder. Ok, on est en train de se libérer de la moyenne mobile 50. Il est 1,70. Est-ce que c'est un gros niveau? Non, pas vraiment. C'est pas un gros niveau de prix. Un petit peu. Si on coupe les mèches ici, c'est bien couper les mèches. Les mèches ici, le point, c'est une petite zone de polarité, mais en données daily, je pense surtout. C'est quand même un niveau intermédiaire de résistance, donc l'objectif théorique, voilà, entre 1,6945 en TP1 et TP final, objectif théorique, effectivement, ce serait les 1,70. Maintenant, à confirmer cette bougie, si possible, en clôture daily, car encore une fois, plus le signal donné sur l'unité de temps est forte, plus la probabilité de succès est importante. Le gold. Bon, le gold, c'est retombé vendredi. La clôture n'est pas non plus superbe. Ça démarrait bien. Je trouvais qu'on avait une belle bougie flux. On avait un début de flux haussier surtout. Bon, la clôture est vraiment limite. On est quand même repassé au-dessus de la moyenne mobile 50. C'est quand même un bon point. Mais on est sur un doji. Voilà. J'aurais aimé qu'on ait une bougie avec un peu plus de corps. Là, ça montre toujours un peu de l'incertitude, toujours. Mais globalement, on est repassé au-dessus de notre zone. Donc ça reste forcément un bon point pour la suite. Maintenant, j'aimerais que ça tienne. Voilà. Mouvement baissier, stabilisation, marteau, reprise haussière. J'ai toujours comme objectif les 1830. Et un triangle en données hebdomadaires. Maintenant, en données 4 heures, effectivement, ça ressemble à un pullback sur la borne haute du range qu'on avait précédemment. Voilà. C'était notre range dans lequel on a évolué pendant 3 semaines. Sorti par le haut, pullback, pullback. Objectif, ce serait d'aller chercher les 1830. Pareil, j'ai toujours un biais haussier. C'est un peu mou, honnêtement, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas tenter quelques achats pour aller chercher les 1830 ou au moins 1820. Mais pareil, j'aimerais en ce début de semaine, comme ici, vous voyez, on avait eu un bel avalement en pullback, c'était reparti. Là, pareil, j'aimerais bien au moins avoir une bougie convaincante sur ce pullback et pas juste payer sur touchette. Ça reste un peu fragile, le gold. Voilà pourquoi essayer de trouver un chantier de retournement sur ce niveau-là pour chercher un achat avec un stop loss sous la zone pour viser les 1830. En données horaires, voilà. Bougie 15 minutes ou horaire, ça peut être un bon début. Mais j'aime bien la configuration qu'on est en train de prendre. Effectivement, si c'est confirmé ici, on pourrait derrière avoir un petit double creux, ou sinon vous attendez la validation d'un double creux. Si vous n'êtes pas à l'aise pour rentrer tout de suite, dans ce cas-là, attendez que le pullback soit confirmé, que le marché reparte, qu'on forme un petit double creux ici, pour rentrer ici plus sereinement, aller chercher votre TP1 à 1814,
et remonter tranquillement vers les 1830. Voilà un plan que vous pouvez adopter sur le métal jaune. Et encore une fois, la bougie, ok, je comprends mieux, ça bloque une nouvelle fois sur la Tenkan, effectivement. Et ce sera la clôture hebdomadaire qui nous donnera pas mal de visibilité derrière, qui se situe à 1804. Donc on a tenté de franchir ce niveau en hebdomadaire, c'est pas passé. Nouvelle tentative cette semaine, mais ici, voilà, on a vraiment on est prisonnier dans un étau et il va falloir casser l'un des deux niveaux pour repartir plus sereinement derrière. Le Brent, enfin une réaction. C'est pas trop tôt. Je vous disais que ce rebond était quand même assez fragile, que c'était compliqué d'aller chercher le TP1 qui ne voulait pas le donner. Pour moi, on avait un trop gros niveau, que le marché pétrolier restait fragilisé, avec ce fameux Platencan Kijun et borne basse du canal haussier. Et finalement, ce matin, ça a fini par craquer et le TP1 a été fait. Mince. Affiché, c'était en donné 4 heures le TP1, je crois que c'était un bas de nuage. Effectivement. J'avais donné TP1, le bas de nuage, TP2. Vers ici, pourquoi pas les 67,50 maintenant, mais je ne suis pas aussi optimiste. Je trouve que ça tient bien, globalement, le marché pétrolier, mais ça reste fragile. Néanmoins, on n'a pas un... Vous voyez, le flux vendeur, il a fallu qu'on ait des nouvelles encore sur Omicron pour qu'un flux baissier se mette en place ce matin. Mais ça tient, mais je vois mal le pétrole repartir maintenant, pleine balle. Au contraire, énorme range à venir. Il reste à savoir où est-ce qu'on trace borne. Donc, celles et ceux qui étaient vendeurs ici, j'espère que vous avez pris votre TP. Celles et ceux qui ont vendu sur le double top que j'évoquais jeudi et vendredi, pareil, l'objectif théorique a été atteint, on est même venu taper le bas de la zone. Là, mettez votre stop à break-even, prenez des bénéfices au moins et attendez de voir, peut-être qu'on ira chercher un peu plus bas. Mais dans l'immédiat, payez-vous, ça c'est important. Et mettez votre stop à break-even. Voilà. Fin du plan pour moi. Je n'exclus pas, comme je vous le disais, une accélération un peu plus profonde, mais là maintenant on se situe un peu au milieu de nulle part. Et j'estime que le gros du mouvement a été fait ce matin et durant la nuit. Voilà, là vous voyez, ça retient des acheteurs qui se manifestent une nouvelle fois. En fait, on a un range ici, mais dans ce range-là, on a des supports et des résistances à l'intérieur du range. Et ça, c'est vraiment les ranges compliqués à trader et chiants surtout, j'ai envie de dire, car on n'a pas de belle rotation. On ne fait pas de belles oscillations non plus. On va vers le bas, on va vers le haut, on s'arrête un peu au plein milieu, ça repart, ça retombe, ça va un peu plus bas, ça repart. Et ça, ce sont des ranges très pénibles à trader. Et là, c'est exactement ce qu'on a sur le pétrole. En tout cas, j'ai le sentiment, on a vraiment des gros niveaux à l'intérieur du range. Voilà pourquoi il ne faut pas être trop gourmand, prendre ses bénéfices et de nouveau intervenir sur les niveaux clés. Et finalement, les chandeliers ici qu'on avait eu fin de semaine dernière, enfin début de fin de semaine dernière, ont plutôt bien tenu, enfin, ont vraiment montré de l'indécision avec l'avalement ici. Derrière, ça a quand même donné quelques points. Donc fin du trade, mise à BE du stop, et maintenant laissons faire le marché. Car là, j'estime qu'on se situe un peu au milieu de nulle part. Le light. Le light, pareil, on est venu taper la zone. Voilà, c'était le TP, c'était je vous disais, les 67, 66, 30. Au plus bas, on est venu taper le 66, 68. Donc là, pareil, fin du trade, on reste à l'écart, on attend de voir comment les Américains, à 15h30, vont driver le marché, tout simplement. Car là, c'est un peu l'Europe, comme d'habitude, qui a paniqué.
comme bien souvent, perdez quasiment plus de 3% sur le light. On reprend de la hauteur, donc avec l'arrivée des investisseurs américains à 15h30, on peut très vite changer la donne. Et pourquoi pas clôturer vert, hein, c'est vraiment pas impossible. Mais je reste dans l'optique d'un range à venir, en tout cas. Donc pour l'instant, balle au centre, TP1 fait, mise à BE du stop si vous pensez qu'on peut aller chercher plus bas, mais pas de trade sur le pétrole, au contraire, fin d'un trade, fin d'un scénario qu'on avait mis en place ici suite au gros niveau qu'on avait au-dessus de la tête et au chandelier qui commençait à se former, enfin qui s'était dessiné, et les chandeliers qui montraient surtout la fin d'une baisse, enfin la fin d'une reprise haussière et alimentant le scénario d'une correction à venir. Donc maintenant, en données 4 heures, voilà l'objectif. On est parti sur un triple top en fait. Ça fait double top, on casse, c'est pas atteint, on repart. C'est ce qu'on appelle un triple top larvé. Et derrière, ça casse une bonne fois pour toutes, objectif fait. Voilà pourquoi, toujours important de bien placer ses stops. Là, pour le coup, je vous avais quand même dit de les placer au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, car c'était les paliers clés selon moi. Mais on a vraiment eu typiquement un scénario de double top larvé qui est parti sur un triple top, et dès que ça a cassé, objectif théorique atteint, fin du trade. Les cryptos, maintenant, pour terminer avec le Bitcoin. Mais qu'est-ce que c'est mou? Il ne se passe absolument rien. Passez votre chemin. On est toujours dans ce canal baissier en données 4 heures. Je pense qu'on va aller chercher les 44 000. Honnêtement, je ne vois pas ce qui empêcherait le marché d'aller chercher ce niveau-là. Mais c'est baissier. En fait, c'est baissier, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volatilité. On est dans l'incapacité à casser des résistances depuis maintenant plus d'un mois. On n'y arrive pas. Toujours des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, en données 4 heures. Et comme je vous le disais, hein, préserver les niveaux de support, c'est bien, mais casser des résistances, c'est mieux. On est toujours dans une phase de grosse correction. Là, je vise les 44 000 $, à peu près, sur le BTC. Qu'on vienne taper la borne basse de notre canal, qu'on vienne glisser un peu tranquillement vers les 44 000 avant de rebondir. Et le premier signal de reprise haussière sera bien évidemment la cassure des 48 000. Ça donnerait une sortie par le haut de ce canal, mais surtout ce serait viser les 50 500. Là, on casserait une résistance intermédiaire. Il faudrait au moins franchir les 50 500 $. En données hebdomadaires, c'est franchement pas encourageant pour la suite, je trouve. Ça montre vraiment qu'on est dans un flux baissier, comme toujours, et qu'on va aller chercher le niveau des 61,8 de Fibo. En tout cas, on est bien parti. Voilà, on a un beau niveau à 61,8, une belle zone de prix, 45 100, 44 000, donc une zone de 1 000 $, et on est bien parti pour aller chercher ce niveau. Alors, est-ce qu'on va faire comme ici, fausse cassure, derrière on se fait un bel avalement haussier? Là, ce serait top. Effectivement, c'est vraiment des configurations qu'on a une fausse cassure de la M50 et que derrière ça repart, on la recasse avec un chandelier de retournement. C'est vraiment un signal de force. Donc là, deux scénarios. Soit on termine les fêtes, on va chercher les 44 000, on se stabilise avec un petit doji. Derrière, le marché repart avec une belle bougie flux la semaine suivante et nous fait une étoile du matin. Donc là, ce sera encourageant. Mais comme je vous le disais, je veux la cassure des 50 500. Ça va être le pivot clé pour confirmer en fait la reprise haussière. Un début de reprise haussière, un redémarrage haussier. Là, ce qu'il y a entre les 50 500 et ici, c'est que des niveaux de résistance intermédiaire et ça ne m'intéresse pas. Pour avoir une confirmation du redémarrage haussier, c'est les 50 500.
Le mieux, ce serait les 53 000. Mais déjà, à ce niveau-là, c'est un seuil sympa. Donc ça, c'est le premier scénario. Et le deuxième scénario, ce serait qu'on clôture la semaine avec une belle bougie, directement, avec un bel avalement haussier. Pour l'instant, c'est mal parti. Peut-être qu'après les fêtes, les gens vont sûrement beaucoup discuter des crypto-monnaies, des NFT, des métaverses, de la défi. Après Noël, en 2020, on avait eu un beau rallye, justement ici. Vous voyez, tac, c'était bien parti. Est-ce qu'on va reproduire le même schéma? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très mou. Force est de constater que pour l'instant, les acheteurs ne parviennent toujours pas à reprendre de la hauteur. Là, on a quand même Chico qui va bloquer sur notre kit jaune et notre Tenkan. Donc, on a un beau niveau, une belle zone de support, mais c'est un support. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on casse des résistances. Ça fait plus d'un mois où on casse en fait les supports un à un. Donc là, on a une belle zone, il faudrait reprendre, car si on continue comme ça, on va valider cette divergence mensuelle. Et ça, ce serait vraiment pas bon. Ce serait vraiment pas bon de valider une divergence mensuelle au 31 décembre. Là, sur le BTC, je reste prudent, je monte à l'écart et j'attends surtout la clôture mensuelle et je surveille la clôture hebdomadaire. Car si on break les 44 000, ça va vraiment pas être bon pour la suite et je pense qu'on ira bien plus bas derrière. Et potentiellement former un range entre 66 000 et 31 000. Pour l'heure, rien n'est fait, c'est un peu le dernier rempart, je trouve. Les 44 000, ça reste un beau niveau, mais ce serait bien et assez rapidement que le BTC parvienne enfin à reprendre un peu de hauteur, casser une résistance et surtout sortir de ce canal baissier. Celles et ceux qui cherchent maintenant des achats sur le BTC, attendez la zone. Effectivement, tentez, en protégeant très rapidement le trade, des achats sur la fameuse zone que je viens d'évoquer, 45 000, 44 000. Pour moi, c'est un très beau niveau. Et là, on est bien parti pour aller chercher ce niveau-là. Donc là, effectivement, à court terme, pour les traders, pourquoi pas pour les investisseurs long terme aussi, si ça passe derrière, mais on peut tenter de mettre à profit ce niveau de prix dans les jours à venir. L'Ethereum maintenant, qui retombe lui aussi. La clôture hebdomadaire, bon, est franchement limite. On va pas se mentir. Je prolonge la zone en prenant vraiment les clôtures de bougies. Ici, bon, on a clôturé. C'est limite. C'est limite. Mais pareil, on a notre dernier rempart qui tient toujours. Qui est toujours en place. 3700, retracement de 38,2. Toujours une surperformance quand même claire et nette de l'Ethereum. Hein. Vous voyez qu'ici, j'ai repris la dernière vague de hausse. Sur le BTC, on est déjà à 61,8. Je vous dis, l'objectif, c'est d'aller chercher les 61,8. Sur l'Ethereum, on a corrigé que de 38,2. Donc, encore une fois, il faut, si vous cherchez des achats, se positionner sur l'actif le plus qui surperforme. Aller sur l'actif le plus fort et pas le plus faible. Et là, très clairement, c'est l'Ethereum. Encore une fois, je vais enlever l'Ichimoku, parce que là, c'est surtout les zones de prix qui m'intéressent. Encore une fois, c'est ce niveau-là qui va m'intéresser cette semaine. 3700, 3665 pour de nouveau tenter quelques achats sur l'Ethereum. Si on casse ce niveau, ce ne sera pas de bon augure pour la suite et on risque d'aller plus bas. Et pareil, de valider, déjà que là on est sur un avalement. Baissier mensuel, rien n'est fait.
peut très bien être invalidé, mais si en plus on a un avalement baissier et une divergence mensuelle qui est validée, bon, ça risque de faire des dégâts, très clairement. Et là, je deviendrai extrêmement prudent sur l'ensemble des crypto-monnaies. Car si même le BTC et l'Ethereum valident les deux divergences mensuelles, il faudra avoir du cash. Comme on dit, cash is king. Et il faudra avoir une poche de liquidité justement pour revenir plus tard sur le marché et profiter d'une bonne correction pour de nouveau se replacer dans la tendance de long terme. Voilà comment je vois les choses, mais je martèle suffisamment ce scénario depuis début décembre que j'espère que vous l'avez bien retenu pour la suite. À long terme, scénario de long terme, clôture mensuelle au 31 décembre. Scénario de court terme, encore une fois, tenter de travailler à l'achat cette zone, tant qu'elle ne casse pas. Sur signal, encore une fois, et à protéger très rapidement. Voilà deux types de plans. Effectivement, ici, on est toujours dans un biseau. Si on revient taper ce biseau, sur mèche, pourquoi pas. Mais si on sort du biseau, ce serait vraiment un bon point pour les acheteurs. Effectivement, donc là, pareil, j'attends un retour ici. Si ça casse par le haut, bon point pour un redémarrage haussier et une invalidation de l'avalement et de la divergence mensuelle. Pour l'heure, rien à faire. La zone d'intervention, selon moi, sur le BTC comme sur l'Ethereum, ça reste 45 000, 44 000 $. Et ici, 3 700, 3 650 pour tenter quelques achats sur des signaux techniques, encore une fois. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents, encore une fois, sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.